Dans ce monde, 7 enfants doués possèdent suffisamment de compétences et de ressources pour détruire la planète s'ils le souhaitaient, mais heureusement, aucun d'entre eux n'a encore sombré dans le côté obscur, et ils travaillent tous pour le bien commun. Dans notre station spatiale personnelle, nous retrouvons Ringo, le meilleur inventeur du monde. Aoi, le meilleur épéiste au monde, capable de trancher des balles en plein volume et de gagner des guerres à lui tout seul. Et sur ce même champ de bataille, Kane, le meilleur médecin au monde, capable de recoudre des blessures et de guérir des maladies qui seraient normalement synonymes de condamnation à mort. Ensuite, il y a l'homme que tous les traders de Wall Street rêveraient d'être, l'élite des hommes d'affaires Masato, qui possède plus de 30% de tout l'argent sur Terre, suivi par Akatsuki, le garçon qui a maîtrisé toutes les formes d'illusion et de magie du monde, ce qui lui permet de faire des choses comme faire disparaître la Statue de la Liberté lors d'une performance décontractée. Si seulement il pouvait faire de même pour mes problèmes. Ensuite, nous avons Shinobu, une maîtresse de tous les arts ninja avec un talent naturel pour l'espionnage. Elle est la journaliste numéro 1 au monde, et lorsqu'elle cherche quelque chose, aucun historique de recherche ni log de chat ne lui échappe. Et enfin, Mikogami Tsukasa, le plus grand homme politique au monde. Et vous savez qu'il doit être incroyable dans son travail, car il a été élu Premier ministre du Japon et dirige le pays, bien qu'il ne soit même pas assez vieux pour conduire une voiture. Un jour, les 7 prodiges étaient dans un jet privé en route pour un événement important, mais au moment suivant, Tsukasa ouvre les yeux pour se retrouver dans un lit avec une elfe qui veille sur lui. L'elfe est soulagée que Tsukasa soit enfin réveillé, mais elle lui conseille de ne pas trop bouger car il est encore gravement blessé. Tsukasa tente de se souvenir de ce qui s'est passé, et c'est là qu'il se rappelle du crash de l'avion et des autres personnes qui étaient avec lui. Il demande désespérément à l'elfe si SS Amis sont toujours en vie, et heureusement, elle lui dit que tout le monde va bien. Bien que les autres 6 soient encore inconscients pour l'instant, Tsukasa est content qu'il s'en soit sorti, alors il se détend enfin et se présente à l'elfe. Elle fait de même et lui dit que son nom est Lirul, alors Tsukasa la remercie de les avoir sauvés. Elle lui répond qu'il ne doit pas s'en faire, car elle ne pourrait jamais abandonner ceux qui ont besoin d'aide. D'ailleurs, Tsukasa n'a pas mangé depuis le jour du crash, alors Lirul va lui apporter un ragoût et lui propose de l'aider à manger. Tsukasa accepte son offre. Lorsqu'elle essaie de lui donner à manger, la viande tombe simplement de sa bouche parce qu'il n'a pas la force de mâcher. Lirul sait que l'état de Tsukasa ne fera qu'empirer s'il ne mange pas un repas complet, alors elle met la viande dans sa bouche, la mâche et la lui donne de bouche à bouche. Tsukasa est surpris par ce baiser inattendu, mais c'est la seule manière pour lui de manger en ce moment. Et il reste encore beaucoup de nourriture à mâcher, alors il semble qu'il n'ait pas d'autre choix que de continuer à l'embrasser. Comme c'est bien malheureux. Cependant, avant que Lirul puisse continuer, elles sont interrompues par son amie Winona, qui est venue vérifier comment allaient leurs invités. Après que Tsukasa se soit présenté à Lirul et Winona, il exprime sa gratitude pour leurs soins, leur promettant de les récompenser dignement une fois de retour au Japon. Mais il y a un problème. Ni Winona ni Lirul n'ont jamais entendu parler d'un pays appelé Japon. Tsukasa est choqué et confus, d'autant plus qu'ils ont communiqué en japonais tout au long de leur rencontre. Cependant, Lirul et Winona n'ont toujours aucune idée de ce dont ils parlent, car la seule langue qu'elles connaissent est l'Altan, la langue de leur pays. Tsukasa est encore plus perplexe, parce qu'il peut voir que Lirul et Winona ne mentent pas. Elles sont réelles, et quelque chose de bizarre doit se produire. Après un moment, il décide de sortir du lit et leur demande si elles peuvent l'emmener sur le site du crash de l'avion. Les 2 acceptent, bien qu'elles ne comprennent pas vraiment pourquoi il veut s'y rendre. En chemin, elles expliquent qu'il y a 4 jours, quelque chose ressemblant à un énorme oiseau est tombé du ciel, provoquant une gigantesque explosion lorsqu'il a touché le sol. Tout le village s'est précipité vers le site du crash où ils ont trouvé Tsukasa et ses amis. Arrivé sur le site du crash, Tsukasa jette un coup d'œil à la dévastation et se rend vite compte que quelque chose ne colle pas. Le crash de l'avion était trop catastrophique pour que l'un d'entre eux ait survécu. Pour rendre les choses encore plus suspectes, un dragon vole au-dessus d'eux, confirmant ses soupçons grandissants. Ils ont été transportés dans un autre monde. Un mois passe et tous se sont remis de leurs blessures. Pour célébrer leur guérison, un festin est organisé.
Bien qu'ils aient du mal à croire l'histoire de Tsukasa sur son transport vers un autre monde, ils se sont habitués à leur nouvelle vie. Tous, sauf Akatsuki, qui lutte parce que la magie, sa spécialité, est désormais partout dans ce monde. L'Hyrule demande si leur monde d'origine ne possède vraiment aucune magie, ou Buma. Mais Shinobu ne sait pas ce que Buma signifie et demande des précisions. L'Hyrule explique que les Buma sont des personnes avec des traits animaux et une force qui correspond à leur physique, tandis que des humains comme Tsukasa et les autres sont rares dans leur capacité à utiliser la magie. La situation des 7 prodiges rappelle à Winona une vieille légende sur 7 héros venus d'un autre monde pour sauver leur terre d'un dragon maléfique. Ueno et son fils, Elk, sont en pleine discussion animée lorsque Elk se lève soudainement, criant qu'il est impensable que ces étrangers puissent être les 7 héros. Ueno lui demande de cesser d'être impoli envers leurs invités, mais Elk, en tant que trésorier du village, exprime ses préoccupations financières, affirmant qu'ils ne peuvent pas se permettre d'organiser des festins pour des personnes qu'ils ne connaissent même pas. Il s'en va en furie, et Ueno s'excuse pour son comportement, expliquant qu'Elk s'inquiète simplement pour le village. Plus tard dans la nuit, Shukazu réunit ses amis pour une réunion afin de discuter de leur situation actuelle. Il aborde 3 points principaux. Premièrement, ils doivent recueillir plus d'informations sur le pays de Friedgegard, y compris ses lois et sa magie. Deuxièmement, ils doivent chercher un moyen de retourner dans leur propre monde, bien qu'il n'ait que peu d'indices à part la légende des 7 héros. Enfin, Shukazu veut trouver une solution pour aider les finances du village afin de les remercier de leur hospitalité. Tout le monde est d'accord et le lendemain, ils commencent à travailler. Ringo parvient à ajuster les téléphones de tout le monde pour qu'ils fonctionnent dans ce monde, garantissant ainsi que la communication ne posera pas de problème. Elle récupère également son mini-réacteur nucléaire, résolvant temporairement les préoccupations énergétiques du village. Shukazu la remercie pour son travail acharné, mais Ringo a une dernière demande. Elle explique qu'il y a beaucoup de minerais de bauxite près du site du crash et qu'elle souhaite créer de l'aluminium, bien qu'elle ait besoin de matériaux supplémentaires pour le faire. Shukazu accepte de l'aider et propose d'aller chercher les fournitures nécessaires chez Masato. À ce moment-là, Shukazu entend Winona crier près de la porte de la ville. Lorsqu'il se précipite, il trouve un groupe de soldats tentant d'extorquer de la nourriture et de l'argent au village. Un des chevaliers impériaux dit à Winona qu'elle devrait être reconnaissante de leur protection, sous-entendant que si le village contrariait l'ordre des chevaliers, il pourrait faire face à de graves conséquences. Alors qu'il tente de saisir la poitrine de Winona, Shukazu se place devant elle, lui disant poliment qu'il est un lâche sans valeur et que le village n'a pas besoin de gens comme lui. Le soldat, offensé par le manque de respect d'un enfant, ordonne à ses hommes de dégainer leurs épées et de donner une leçon à Shukazu. Cependant, avant que les soldats n'agissent, Aoi et Shinobu assomment tous les hommes, laissant le capitaine seul. Shukazu, imperturbable, demande au capitaine s'il souhaite toujours continuer. Le capitaine, trop fier pour reculer, tente de trancher Shukazu, mais le jeune héros est bien entraîné en arts martiaux. En un instant, Shukazu attrape le capitaine, entièrement armé, et le jette au sol. Il prend l'épée du capitaine et le menace de le tuer si lui et ses hommes ne quittent pas immédiatement le village. N'ayant pas d'autre choix, le capitaine et ses soldats fuient. Bien que le village soit en sécurité, Merchant exprime des inquiétudes, demandant si les actions de Shukazu pourraient causer des ennuis, car les soldats rapporteront sûrement l'incident au seigneur local. Shukazu le rassure, révélant qu'il a déjà préparé une police d'assurance. Alors que les soldats se retirent, le capitaine jure de se venger en rapportant le village au seigneur féodal. Mais au moment où il prononce ces mots, une explosion se produit et Akatsuki apparaît devant eux, prêt à passer à l'action. Akatsuki se présente comme un grand mage et dit aux chevaliers qu'il ne peut pas les laisser partir maintenant qu'il sait qu'ils ont toujours l'intention de nuire au village. Il les avertit qu'il va s'occuper d'eux personnellement. Terrifiés, les chevaliers implorent qu'il les épargne et promettent qu'ils ne rapporteront rien de cette histoire. Akatsuki reste impassible, sachant qu'ils représentent une menace continue pour le village. De retour au village, Shokuso organise une réunion avec tout le monde. Compte tenu des événements récents, il pense qu'il devrait contribuer au village et aider à améliorer les choses. Bien qu'il ait toujours l'intention de retourner sur Terre,
Personne ne sait comment ils sont arrivés ici, encore moins comment repartir. Shokuso leur suggère de tirer le meilleur parti de la situation actuelle et de donner un coup de main. Pendant ce temps, Masato décide d'accompagner Elk dans un voyage commercial. Lorsqu'ils arrivent à la société commerciale, Masato est dégoûté de voir combien peu le propriétaire leur propose pour leurs marchandises. Le propriétaire, Gao, dit à Masato que s'il n'aime pas les prix, il peut partir, bien qu'il note qu'il n'y a pas d'autres entreprises commerciales dans la région. Masato, ne voulant pas se faire arnaquer, se tourne pour partir. Avant qu'ils ne partent, Jokoi, l'intermédiaire local, leur rappelle que seules les entreprises disposant d'un permis du maire sont autorisées à exercer dans la ville et qu'il est presque impossible d'en obtenir un. Elk demande à Masato où il compte aller, puisqu'il n'y a aucun autre endroit pour vendre leurs marchandises. Masato, cependant, a une règle simple quand il s'agit de négocier. Il acceptera un accord seulement s'il l'aide à atteindre ses objectifs. Avec les prix de Gao, il est impossible que le village survive à l'hiver s'il les accepte. Elk reconnaît cela, mais se sent toujours coincé, pensant qu'ils n'ont pas d'autre option. Masato le rassure, lui disant qu'il n'a pas à laisser Jokoi en profiter. Il lui promet que s'il le laisse s'occuper du reste des affaires, ils peuvent garantir de faire une fortune et de faire fermer New Glen Trading Company d'ici la fin de la semaine. Masato ne rigolait pas. Dès ce soir, il réussit à obtenir un permis commercial du maire. Elk, stupéfait, lui demande comment Masato a réussi cela. Masato explique tranquillement que c'était étonnamment facile. Il a fait espionner le maire par Shinobu et elle a rapidement découvert des informations compromettantes à son sujet. Le maire recevait des pots de vin de la part de New Glen Trading Company pour refuser des permis à d'autres. Comme cela était illégal, ils ont fait chanter le maire avec les informations trouvées par Shinobu et il a cédé, leur accordant le permis commercial. Avec le permis en main, Masato dit à Elk qu'il est temps de faire des stocks. Elk ne comprend pas puisqu'ils sont venus pour vendre leurs marchandises et ils n'ont pas assez d'argent pour acheter du stock pour une société commerciale. Masato le presse de faire confiance au processus. Masato rencontre quelques Buma, des personnes avec des traits animaux qui sont également venues en ville pour vendre leurs marchandises. Il leur explique qu'il détient désormais un permis commercial et a fondé l'Elm Trading Company. Dès demain, ils ouvriront leurs portes en centre-ville. Masato leur propose un marché. Ils pourront vendre leurs marchandises sous le nom de sa société en échange d'un pourcentage de leurs ventes. Normalement, il prendrait 20%, mais en tant qu'offre spéciale, il ne prendra que 10% s'ils aident à vendre les articles. Les Buma sont confus par le pourcentage, alors Masato leur explique comment cela fonctionne, s'assurant qu'ils comprennent bien l'accord. Un tapis sur le marché coûte environ 450 cuivres, mais si vous essayez de le vendre à Neuschlin Trading Company, vous aurez de la chance d'en obtenir 150 en raison de leur prix bas. En revanche, Masato propose un accord où les Buma pourraient vendre le tapis pour 400 cuivres et ils ne prendraient que 10%, ce qui signifie qu'ils gagneraient 360 cuivres. Cela semble être une excellente offre pour les Buma, qui demandent à Masato s'il est d'accord pour qu'ils en parlent à leurs amis. Masato accepte, leur disant qu'ils peuvent en parler à autant de gens qu'ils veulent. Plus tard dans la nuit, Shinobu rend visite à Masato dans sa chambre. Pensant que Neuschlin a dû passer à l'action, Masato lui demande s'il prévoit quelque chose. Shinobu confirme, révélant que Neuschlin a l'intention de déclarer la guerre à l'Elm Trading Company dès le lendemain. Elk est inquiet, mais Masato lui dit de ne pas paniquer. Il explique que Neuschlin va commencer à acheter des stocks à n'importe quel prix et les vendre au centre-ville à des prix aussi bas que possible, en négligeant les bénéfices. Le but est de pousser l'Elm Trading Company hors du marché. Masato pense que leur stratégie est bonne, mais il est déjà préparé. Il ouvre la fenêtre et montre à Elk un groupe de personnes qu'il a rassemblées. Avec leur aide, Masato va détruire Neuschlin une bonne fois pour toutes. Le lendemain, Jokoi ordonne à ses hommes d'acheter autant de marchandises que possible à n'importe quel prix pour éliminer l'Elm Trading Company du marché. Cependant, à sa grande surprise, ses hommes lui rapportent que personne n'est prêt à leur vendre. Jokoi se rend au centre-ville pour voir par lui-même et il est choqué de constater que ses étals sont vides, tandis que ceux de l'Elm Trading Company sont remplis de marchandises. À ce moment-là, Jokoi est confronté à Masato et au groupe de marchands itinérants que Masato a embauchés.
Jakoi les reconnaît comme les mêmes marchands qu'il a renvoyés plus tôt lorsqu'il a conclu un accord avec le marchand de la mer, renvoyant tous les marchands de la route terrestre pour économiser sur les coûts de main-d'œuvre. Il avait également forcé ceux qui voulaient lui vendre de lui apporter leurs marchandises eux-mêmes. Cette vision à court terme a conduit à la chute de l'entreprise, mais elle a offert à Masato une excellente occasion d'embaucher CSS mêmes marchands et de signer avec eux un contrat d'exclusivité de 3 ans. Maintenant, personne ne veut vendre de marchandises à Jakoi, peu importe le prix qu'il offre. Jakoi commence à paniquer et tente de convaincre les marchands que Masato les trompe et qu'il leur offrira plus que ce que Masato leur donne. Mais les marchands en sont déjà conscients. En fait, Masato leur a personnellement dit qu'ils gagneraient plus d'argent s'ils décidaient de vendre à Jakoi. Cependant, ils connaissent la réputation de Jakoi. C'est un escroc, et même s'il leur offre une bonne affaire maintenant, ils sont sûrs qu'il reviendra à ses prix d'exploitation habituels une fois que la guerre commerciale sera terminée. Ils ne lui font plus confiance et refusent de retravailler avec lui. Masato s'approche de Jokoj et lui dit que la chose la plus importante dans le monde des affaires n'est pas l'argent, mais la confiance. Jokoj a jeté toute la confiance qu'il avait lorsqu'il a arnaqué ses clients fidèles pour un peu d'argent supplémentaire. Masato déclare ensuite qu'il est sur le point d'écraser Noseglane Trading Company comme il l'a promis, mais il ne pense pas qu'il soit sage de laisser Noseglane faire faillite. Il ne veut pas diriger un monopole. En revanche, Masato est prêt à discuter de certaines conditions pour l'avenir des opérations de Noseglane à Dortmund, mais il a l'intention de profiter de Jokoj autant que possible. Plus tard dans la journée, Masato joue à un jeu avec Ru quand Elke s'approche de lui avec une question. Elke lui demande pourquoi Masato a choisi d'épargner l'entreprise de Jokoj. Masato explique que cela ne valait tout simplement pas la peine de se débarrasser complètement de Noseglane. Leur entreprise ne peut pas se permettre de garder tous les marchands itinérants employés, et le plan de Masato était toujours de faire peur à Jokoj pour qu'il donne une meilleure offre aux marchands. De retour au village, Shinobu remet à Tsukasa un rapport sur les affaires qu'il lui avait demandé d'enquêter. D'abord, elle lui explique que la magie dans ce monde est catégorisée en 4 éléments, le feu, l'eau, le vent et la terre, et qu'elle fonctionne exactement comme on pourrait s'y attendre. Cependant, les personnes capables d'utiliser la magie sont assez rares. Par exemple, dans le territoire de Findolf, la seule personne qui peut utiliser la magie est l'officier mage qui vit dans le château du seigneur. Tsukasa lui demande si elle a appris quelque chose sur la magie qui les a amenés dans ce monde, mais Shinobu n'a pas encore trouvé grand-chose, car les informations sur la magie sont rares. Cependant, elle a découvert autre chose. Il semble qu'ils n'auront pas beaucoup de chance en suivant la légende des 7 héros. En enquêtant sur les héros, Shinobu a découvert une religion appelée la foi des 7 lumières, qui était liée aux héros. Malheureusement, cette foi a été détruite il y a plus de 500 ans par l'Empire Frigegard, ainsi que toutes les autres religions de l'époque, afin que l'Empire Frigegard puisse obtenir un contrôle total sur le peuple. En conséquence, il ne reste presque plus de traces de religion dans l'Empire. Malgré cela, Tsukasa insiste sur le fait que cela pourrait être leur seul indice pour trouver un moyen de revenir sur Terre, et qu'ils doivent continuer à chercher, même si cela signifie parcourir tout le continent. Cependant, Shinobu lui avertit que fouiller tout le continent sera difficile, car la région où il se trouve nécessite d'obtenir un permis de voyage de Marcus Findolf pour partir. Findolf est notoirement difficile à traiter, et Shinobu doute qu'ils aient une tâche facile. À ce moment-là, Akatsuki arrive en courant pour informer tout le monde qu'un groupe de villageois est parti chasser plus tôt dans la journée et a rencontré quelque chose appelé le chef de la forêt. Les villageois sont maintenant dans une grande difficulté. Tsukasa, Aoi et Kane se précipitent immédiatement vers la forêt pour aider. Ils trouvent le groupe de villageois juste au moment où un ours géant est sur le point de les tuer. Aoi passe à l'action, saute et donne un coup de pied à l'ours dans l'arrière de la tête, le faisant tomber du cliff. Elle saute ensuite après lui pour finir le travail. Les villageois sont surpris qu'Aoi affronte l'ours seul, mais Tsukasa les rassure en leur disant qu'elle est une maîtresse épéiste et qu'elle va bien s'en sortir. Il est plus préoccupé par l'état des villageois et demande si quelqu'un est blessé. Bien que les 3 villageois soient indemnes, le chef Olga n'a pas eu cette chance. Son cœur a cessé de battre il y a quelques minutes et les villageois ont peur qu'il soit trop tard pour le sauver. Cependant, Tsukasa leur dit qu'un cœur arrêté est un problème mineur avec Kaine à leur côté.
Kain évalue rapidement l'état d'Olga et il est clair que son corps est gravement endommagé. Son corps est pratiquement cuit. Il est trop tard pour le sauver, mais Tsukasa affirme qu'un cœur arrêté n'est qu'un détail mineur tant que Kana est là. Celle-ci évalue rapidement l'état général d'Olga. Son corps est en piteux état. Toutes ses côtes sont brisées, ses entrailles pendent hors de son abdomen et son cœur ne bat plus depuis maintenant 3 minutes. Pourtant, malgré la gravité de la situation, Kana ne montre aucun signe d'inquiétude. Elle annonce qu'elle va commencer l'opération immédiatement. Au même moment, au fond de la falaise, Aoi continue d'affronter un ours. En un seul mouvement rapide, elle réussit à lui trancher proprement la tête. Pendant ce temps, Kana entame l'incision du corps d'Olga. On ne sait pas d'où elle a sorti tout le matériel médical, mais elle parvient à refermer toutes ses blessures en quelques minutes. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire, redémarrer son cœur. N'ayant pas de défibrillateur, Kana saisit manuellement le cœur d'Olga et commence à le presser avec précision jusqu'à ce que le sang se remette à circuler. Une fois cette étape accomplie, elle referme sa poitrine et annonce qu'il devrait se réveiller dans 2 ou 3 jours. Alors que tout semble s'arranger de ce côté-là, une nouvelle menace surgit au village. Un groupe de chevaliers arrive, mené par le chevalier en chef Inzaghi. Sans perdre de temps, il ordonne à ses hommes d'arrêter tous les habitants. Il accuse le village entier de trahison, affirmant qu'ils ont gagné de l'argent illégalement grâce à la société commerciale Helm. Masato tente de le raisonner, lui expliquant que tout a été fait légalement et qu'il possède les preuves nécessaires. Mais Inzaghi lui rétorque froidement « Non, vous êtes pauvre, alors pour qui vous prenez-vous à croire que vous pouvez mener une vie décente tant que je suis là ?» Il annonce alors qu'il va confisquer tout leur argent et prévoit même de brûler le bâtiment où se trouvent les villageois, juste pour le plaisir. Lorsque Tsukasa et les autres reviennent enfin, ils découvrent la mairie en flammes, avec tous les villageois piégés à l'intérieur. Les survivants veulent se précipiter pour les sauver, mais Tsukasa les arrête. Il leur rappelle qu'ils ont un expert en évasion parmi eux et qu'un simple incendie ne suffira pas à les retenir. Et effectivement, quelques secondes plus tard, Akatsuki surgit dans le ciel, portant tous ceux qui étaient prisonniers, sauf Lirul, qui reste introuvable. Très vite, il réalise que Lirul a été capturé. La colère gronde dans le village et tous sont prêts à prendre d'assaut le château de Tyndale pour la libérer. Mais une fois encore, Tsukasa les arrête. Ce qu'ils envisagent revient à déclarer la guerre à un pays. Même s'ils réussissaient à sauver Lirul, Tyndale pourrait facilement envoyer une armée pour anéantir le village. La seule vie qui compte actuellement pour Tyndale est celle de Lirul. Tsukasa propose alors de négocier avec eux pour garantir la sécurité du village, en échange du sacrifice de Lirul. Elk explose de colère à l'idée que Tsukasa puisse proposer une chose aussi inhumaine. Mais Tsukasa non plus ne supporte pas cette option. Il déteste l'idée d'abandonner Lirul. Pourtant, d'un point de vue objectif, c'est la seule solution viable pour protéger tout le village. Et en tant qu'homme politique, Tsukasa se sent obligé de faire ce qui est le mieux pour son peuple. Nous comprenons alors qu'au fond, Tsukasa essaie simplement de veiller sur eux, malgré le poids terrible de ses décisions. Mais Lirul refuse catégoriquement de se soumettre. Elle déclare qu'elle préfère mourir en combattant plutôt que d'abandonner son ami. Tous les autres villageois partagent sa détermination et demandent à Tsukasa de les aider à sauver Lirul. Tsukasa les met en garde. Une fois qu'ils se lanceront, il n'y aura plus de retour possible. Mais puisqu'ils sont prêts à assumer les conséquences, il leur promet que lui et ses alliés les aideront. Cependant, il les avertit. Pour sauver Lirul, ils devront détruire le monde tel qu'ils le connaissent. Pendant ce temps, dans le château de Findulf, Inzaghi vient de présenter Lirul au seigneur des lieux. Le regard lubrique de Findulf s'illumine à la vue de sa nouvelle acquisition. Satisfait, il promet une généreuse récompense à Inzaghi pour lui avoir ramené un jouet aussi séduisant. Inzaghi quitte la pièce avec un sourire satisfait, convaincu qu'il recevra un bonus bien mérité. Findulf, quant à lui, ordonne à Lirul de s'approcher afin qu'il puisse la toucher sans retenue. Lirul, bien que dégoûtée, feint la coopération. Elle sait que tant qu'elle ne contrarie pas le seigneur, son village a une chance d'être épargné. Mais l'odeur fétide du souffle de Findulf la dégoûte tellement que, lorsqu'il tente de l'embrasser, un pouvoir magique inconnu se réveille en elle. Instinctivement,
elle libère une décharge d'énergie qui projette Findulf de l'autre côté de la pièce. Choqué par ce qu'elle vient de faire, l'Hyrule s'évanouit. Furieux et humilié, Findulf ordonne immédiatement à Inzaghi d'attacher l'Hyrule. Il est désormais encore plus excité par sa résistance. Mais il n'a pas le temps de passer à l'action. À cet instant précis, les villageois encerclent le château. Le canon à rail de Ringo fait feu, perçant un immense trou dans les murs de pierre. L'alarme maximale est déclenchée. Inzaghi se précipite sur les remparts et aperçoit une armée inattendue. Les habitants du village d'Helm envahissent la forteresse à travers l'ouverture. Il est d'abord confiant. Ce ne sont que des villageois. Il ordonne donc aux archers de tirer jusqu'au dernier. Mais il se heurte à l'impossible. Toutes les flèches sont repoussées. Chaque villageois porte un bouclier gigantesque couvrant l'intégralité de son corps. Inzaghi est stupéfait. Un tel bouclier devrait être bien trop lourd pour quiconque. Et pourtant, Masato lui explique calmement que leur inventrice, Ringo, a conçu un métal spécial, un alliage d'aluminium et d'autres métaux improbables, fruit d'expériences ratées en chimie. Ce métal moderne s'appelle le duralium. Léger, solide et parfaitement adapté à la guerre, il rend leurs armes et boucliers redoutablement efficaces. Malgré tout, Inzaghi ordonne à ses troupes d'avancer. Ils sont largement supérieurs en nombre. Mais leur avantage ne pèse pas lourd face à Aoi, qui se jette dans la mêlée, tranchant les soldats comme s'ils étaient en papier. Winona rejoint rapidement le combat, amplifiant le carnage. Pendant ce temps, Tsukasa et Shinobu, grâce aux informations de cette dernière sur un passage secret, s'infiltrent dans le château. Ils progressent dans les couloirs sombres en direction de la chambre du seigneur Findulf, persuadés que l'Hyrule y est retenue prisonnière. Soudain, alors qu'ils s'apprêtent à tourner un coin, Shinobu s'arrête net. Elle a pressenti un danger. Une seconde plus tard, une décharge magique surgit devant eux. L'assaillant n'est autre que Gale Stafford, le mage en chef du château. Dehors, les soldats commencent à perdre leur sang-froid après avoir vu tous les corps entassés par Aoi et Winona. Et pour briser complètement leur volonté de se battre, Akatsuki fait son apparition pour se produire. Flottant au-dessus du champ de bataille, il se présente comme un grand mage et annonce qu'il a un cadeau mortel pour tous les soldats. Il jette alors plusieurs bombes fumigènes au sol et, pour être clair, ce ne sont que des bombes fumigènes ordinaires. Mais quand l'homme magique flottant dit qu'il vous lance quelque chose de mortel, on ne prend pas de risque. Tous les soldats abandonnent et fuient, et Inzaghi regrette que l'officier mage ne soit pas là, car lui, sûrement, ne perdrait pas contre une bande d'enfants. Cependant, à l'intérieur, l'officier mage est occupé à perdre contre une gamine. Il envoie sans cesse des coups invisibles vers Shinobu pour tenter de la vaincre, mais il a le schéma d'attaque d'un squelette de niveau un atteint d'arthrite, donc il n'est pas difficile d'esquiver ses entailles. Elle finit par réduire la distance et utilise son propre sort, appelé « tasé à charge complète », pour le zapper à la tête jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Cela règle le CA de Gale, mais Inzaghi et d'autres gardes arrivent bientôt, alors Shinobu dit à Tsukasa de continuer pendant qu'elle les retient. Tsukasa arrive enfin à la chambre de Findolf et trouve l'Hyrule attachée. Mais alors qu'il s'approche pour la libérer, il est blessé par une balle tirée par Findolf, qui se cachait sous le lit. Honnêtement, c'était une manœuvre brillante de Findolf, mais il gâche toute chance d'avoir l'air cool en faisant une danse étrange. Et malheureusement pour lui, il n'a même pas réussi à tuer Tsukasa, car ce dernier porte toujours un costume pare-balles, et un vulgaire pistolet à silex ne serait jamais assez puissant. Tsukasa sort alors son Glock, chargé avec 6 balles, ce qui est plus que suffisant pour tuer Findolf sur place. Findolf réalise que Tsukasa pourrait vraiment le tuer, alors il propose de lui remettre l'Hyrule et de faire comme si rien ne s'était passé. Mais Tsukasa ne pourrait jamais accepter ça. Pour commencer, après tout, ce qu'ils ont fait, il est impossible que l'Empire les laisse partir, même si Findolf leur accordait une faveur. La seule voie possible est de déclencher une révolution. Il tire alors sur Findolf en pleine tête, mais seulement avec une balle en caoutchouc, pour l'immobiliser. Tsukasa va ensuite vérifier l'état de l'Hyrule, mais au moment où il la libère, ses yeux se mettent à briller en bleu et sa voix change. C'est comme si un être parlait à travers elle. Cet être dit faiblement qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, mais laisse un avertissement à Tsukasa. Le monde est à nouveau dévoré par le dragon maléfique, et c'est aux 7 héros de le sauver. Après Seismo, l'être disparaît, et l'Hyrule reprend connaissance.
Elle est confuse de voir Tsukasa la tenir, mais lorsqu'elle voit Findolf à terre, elle comprend ce qui a dû se passer. Elle commence à pleurer, car elle sait que cela signifie beaucoup d'ennuis pour le village à cause d'elle. Mais bien qu'il y ait beaucoup à faire, Tsukasa la rassure en disant qu'ils traverseront tout cela ensemble. La première étape pour bâtir une nation démocratique est d'obtenir le soutien du peuple. Et quelle meilleure manière de gagner leur coopération qu'avec des filles lapines sexy sur scène. Aoi et Kanan s'adressent au peuple de Dormant et annoncent qu'elles sont ici pour leur présenter un dieu. Et à ce moment, Akatsuki apparaît alors dans un nuage de fumée. Il s'élève dans les airs et commence un spectacle de magie pour convaincre les gens qu'il est, en vérité, un dieu. Après les avoir vus effacer un monument puis le faire réapparaître instantanément, les habitants n'ont plus aucun doute. Akatsuki est vraiment un dieu. Tout se passe exactement comme Tsukasa l'avait prévu. Il savait que la meilleure façon de convaincre les gens de les rejoindre était de créer une religion en laquelle ils pourraient croire. Puisqu'ils se nomment la foi des 7 Lumières, ils espèrent qu'un jour quelqu'un connaîtra la véritable signification de cette foi et les contactera. Pendant que les autres sont occupés avec leur campagne sacrée, Elk et Shinobu sont en mission pour recueillir des informations sur Buchwald. Elk ne comprend pas pourquoi ils ont dû venir jusque-là, dans la neige, mais Shinobu est déterminé à obtenir ces renseignements, alors il n'a pas d'autre choix que de la suivre. Pendant ce temps, à Dormin, le public soutient pleinement la foi des 7 Lumières, ce qui commence à inquiéter les nobles. Shinobu envisage même de fuir complètement la ville, mais lorsqu'il se tourne vers sa servante pour lui demander de préparer ses affaires, il est choqué de découvrir que sa servante n'est autre que Tsukasa déguisée. Heiser est mal à l'aise face à cette apparition soudaine, mais Tsukasa le rassure. Il est venu juste pour discuter, car il avait le sentiment que les nobles pourraient mal interpréter leurs intentions. Ils ne sont pas là pour persécuter les nobles ni semer le chaos dans la ville. Au contraire, Tsukasa souhaite coopérer avec eux puisqu'il a encore besoin qu'ils fassent leur travail. Bien sûr, il promet qu'ils seront dûment récompensés. L'autre option serait de fuir le pays et d'abandonner tout ce qu'ils ont construit. Heiser accepte donc la proposition de Tsukasa et lui demande ce qu'il attend de lui. Tsukasa répond qu'il veut simplement que Heiser continue ses fonctions de maire et prête allégeance à la foi des 7 Lumières. Le lendemain, le camion sacré de Groot revient sur la place de la ville. Mais cette fois, au lieu des filles lapines, c'est Heiserar qui déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la ville de Dormin sera gouvernée par la foi des 7 Lumières. Le peuple déjà dévoué est ravi, mais certains chevaliers de la ville ne sont pas contents. Cette nuit-là, Tsukasa tient une réunion pour discuter de leurs objectifs. Mais avant de commencer, tout le monde en profite pour se moquer de lui, car il porte une tenue de servante. Ringo, toujours obsédé par Tsukasa, adore la photo, et Madame Otto promet de lui en envoyer une copie pour sa collection personnelle. Revenons au sujet. Maintenant qu'ils se sont établis comme un dieu et ses anges, Tsukasa dit à tout le monde de faire une pause et de lui laisser gérer le reste des opérations. Comme Akatsuki est leur dieu, rien de mal ne doit lui arriver. Tsukasa demande à Aki de garder Akatsuki en permanence, et elle jure de ne jamais le quitter, même quand il ira aux toilettes. Kain mentionne que les fournitures médicales commencent à manquer et qu'elle souhaite fabriquer des antibiotiques. Tsukasa demande alors à Madame Otto de lui fournir le matériel nécessaire. Il manque aussi d'électricité, alors Tsukasa demande à Ringo d'aider à construire une nouvelle centrale électrique, mais elle n'a pas assez de matériaux pour une autre centrale nucléaire. Elle devra donc se contenter pour l'instant de la centrale thermique. Il ne reste plus qu'une seule chose à régler. Tsukasa prévoit d'intégrer tous les gardes de la ville en un seul ordre de chevalerie. Mais pour cela, ils auront besoin d'un capitaine des chevaliers. Et Tsukasa connaît la personne parfaite pour ce poste. Pendant ce temps, Shinobu est toujours en mission pour recueillir un maximum d'informations. Elle flatte certains chevaliers impériaux afin d'apprendre ce qu'ils savent. Apparemment, l'Empire prépare une armée pour attaquer les rebelles à Fendulf, le tout sous les ordres du seigneur Gustave. Après une longue journée d'espionnage, Shinobu revient dans sa chambre avec Elk et lui raconte ce qu'elle a entendu à propos de Gustave. C'est un officier mage spécial, réputé comme un désastre naturel ambulant, mais on ne sait pas vraiment à quel point il est compétent. Shinobu prévoit de le rencontrer en personne et elle traîne Elk avec elle. Au château de Gustave, Inzagi se présente devant lui pour demander de l'aide afin de reprendre le territoire de Findulf.
Gustave a bien l'intention de le faire, mais il est dégoûté par l'échec d'Inzaghi et le décapite sur le champ. De retour à Dormine, Tsukasa tient une réunion avec tous les nobles pour annoncer qu'il va abolir le système de classes actuel. Il demande si quelqu'un s'y oppose, mais même si certains sont mécontents de la réforme, personne ne prend la parole. Tsukasa passe alors au point suivant à l'ordre du jour. Des réformes fiscales qu'il souhaite voir mises en place immédiatement et pour lesquelles il a besoin de la coopération des nobles. Quelques heures plus tard, Heiserar rend visite à Tsukasa dans son bureau pour l'informer que les réformes fiscales ont été appliquées. Tsukasa le remercie pour son travail, mais Heiserar a une question. Depuis qu'il travaille pour Tsukasa, il ne l'a jamais vu prendre de pause ni dormir, même une seule fois. Et cela fait déjà plusieurs jours. Pendant ce temps, dans le village, le chef est enfin sur pied. Winona est soulagée que son père aille bien, mais Kane lui rappelle de ne pas trop forcer. Sinon, elle sera obligée de le rendormir. Juste à ce moment, Kane entend une porte s'ouvrir et trouve Roux à terre, à peine consciente, en train de réciter des calculs comme si sa vie en dépendait. Après un peu de nourriture et d'eau, Roux reprend des forces et explique qu'elle passait un test de mathématiques avec Masato. Elle essaie très fort de mémoriser la table de multiplication. Winona et le chef comprennent pourquoi Roux a du mal. Ils ne sont pas très forts en maths non plus, mais ils la rassurent en lui disant que même si elle est mauvaise en maths, elle peut toujours être comme eux. Roux décide que finalement, étudier. Ce n'est peut-être pas si mal. Ailleurs, Tsukasa et Masato visitent la nouvelle centrale thermique que Ringo construit. Elle est presque terminée, et Ringo dit qu'ils la mettront en marche demain, ce qui résoudra leurs problèmes d'électricité. Elle mentionne aussi qu'elle passe à son prochain projet. Masato demande quel est ce projet, et Tsukasa explique que Ringo compte créer des machines de production pour fabriquer des armes afin de préparer les batailles une fois l'hiver terminé. Tsukasa veut équiper les soldats avec des armes à feu et moderniser un peu l'armée, mais il ne souhaite pas passer à l'armement entièrement automatique. Il veut éviter d'interférer trop avec le développement technologique naturel du monde. Par-dessus tout, il est plus concentré sur la mise en place d'un système de défense aérienne. Misato ne comprend pas pourquoi ils auraient besoin d'un système de défense aérienne alors qu'il n'y a ni missiles ni avions dans ce monde, mais Tsukasa lui rappelle que la magie et les dragons existent. De plus, il y a seulement quelques jours, il a reçu un rapport de Shimabu concernant un homme nommé Gustave et son sort Flamme du ciel, une attaque puissante capable d'embraser toute une ville d'un seul coup. Tsukasa veut être prêt au Séas où il devrait se défendre contre une telle menace. Soudain, Lirul apparaît en montant la colline, ce qui surprend Tsukasa puisqu'il pensait qu'elle était retournée au village avec les autres. Cependant, comme la guerre a commencé à cause d'elle, elle veut être aussi utile que possible et distribue actuellement de la nourriture à tout le monde. Elle espère aussi pouvoir déjeuner avec Tsukasa pour le remercier de l'avoir sauvée. Tsukasa apprécie le geste, mais décline poliment, disant qu'il a une réunion importante et doit retourner à Dormin immédiatement. Lirul sent qu'on l'a un peu écartée et se demande si Tsukasa est en colère contre elle, surtout qu'elle est la cause du conflit. Masato la rassure en disant que Tsukasa n'est pas fâché. Au contraire, il se sent coupable parce qu'il avait d'abord suggéré d'abandonner Lirul pour éviter la guerre. Bien qu'il ait voulu la sauver, la priorité de Tsukasa a toujours été la sécurité du plus grand nombre, même si cela signifie sacrifier ceux qu'il aime. Plus tard dans la nuit, Tsukasa reçoit un rapport d'un noble qui l'avait chargé d'évaluer la sécurité des bâtiments. Il le remercie, puis lui dit de prendre un jour de repos. Alors que Tsukasa essaie de se lever de son bureau, la fatigue accumulée durant 2 semaines de nuit blanche le rattrape et il chancelle légèrement. À ce moment-là, Lirul arrive à sa porte, demandant si elle peut lui parler. Tsukasa essaie de la renvoyer en disant qu'il va dormir, mais Lirul insiste et entre quand même. Surprise par son assurance, Tsukasa demande si c'est si important, et Lirul insiste que oui, elle ne partira pas tant qu'on ne lui aura pas permis de le remercier. Tsukasa lui dit qu'elle ne lui doit rien puisqu'il a d'abord choisi de l'abandonner, mais Lirul n'en a cure, consciente de cela. Si cela signifiait protéger le village, elle était prête à endurer tout ce que Findolf lui avait fait, mais maintenant que Tsukasa l'a sauvée, elle sent qu'elle lui doit au moins un peu de gratitude. Tsukasa répond qu'il n'est pas l'homme gentil qu'elle imagine. Après tout, il a pratiquement tué son propre père. Là, quand Tsukasa était jeune, il admirait profondément son père,
un homme politique influent et respecté. Mais cette admiration s'est effondrée le jour où il a découvert que son père utilisait son pouvoir à des fins personnelles, fraude fiscale, corruption et participation à des soirées clandestines parmi les plus immorales. Tsukasa ne pouvait pas fermer les yeux sur une telle corruption, alors il a décidé de mener sa propre enquête. Avec l'aide de Masato et Shinobu, il a rassemblé suffisamment de preuves pour faire éclater la vérité. Son père a été jugé et, finalement, condamné à mort. Depuis ce jour, sa mère le hait. Et pour qu'un homme d'une telle influence soit effectivement condamné à mort, ce qu'il avait fait devait vraiment être monstrueux. Tsukasa ne regrette pas ce qu'il a fait. La justice devait être rendue. Mais il mentirait s'il disait que cela ne lui fait pas mal de savoir qu'il est l'homme qui a détruit sa propre famille. Pourtant, il reste convaincu que, en tant qu'homme politique, il doit être prêt à se sacrifier pour le bien commun. Lirul le saisit par les épaules et lui dit qu'il n'a pas à porter seul le poids d'un tel fardeau. Il pense peut-être qu'elle le détestera pour ce qu'il a fait, mais elle jure que, peu importe les choix qu'il aura à faire, elle ne pourra jamais le haïr. Touché par sa gentillesse, Tsukasa cède enfin. Il accepte sa reconnaissance. Et puisqu'elle a bien astérisque dit qu'elle ferait n'importe quoi pour lui, il lui lance malicieusement qu'il compte bien en profiter de ses cuisses. Tsukasa pose sa tête sur les genoux de Lirul, et c'est si confortable qu'il est certain qu'il pourrait passer une excellente nuit ainsi. Mais ne voulant pas trop l'embarrasser, il lui dit de le réveiller si jamais ses jambes commencent à lui faire mal. Pendant que Tsukasa s'endort paisiblement sur les genoux de Lirul, Ringo, qui passe par là, aperçoit la scène et en devient folle de jalousie. Gênée et furieuse, elle tourne les talons et part se plonger dans le travail pour se changer les idées. Ailleurs, Elk et Shinobu poursuivent leur mission de reconnaissance et s'arrêtent dans un village peuplé d'habitants incroyablement chaleureux. Tellement chaleureux, en fait, que les villageois organisent un banquet en leur honneur et ne cessent de remplir leurs verres à vin. À la fin de la soirée, Elk est un peu ivre et Shinobu est très ivre. Esmeralda, leur hôte, les conduit dans une chambre d'amis et leur propose de se reposer. Shinobu accepte aussitôt et se jette sur le lit sans hésiter. Alors qu'Elk s'apprête à faire de même, il est approché par Melinda, la fille d'Esmeralda. À voix basse, elle lui glisse qu'il devrait quitter le village immédiatement. Mais Elk, encore trop éméché et confus, ne comprend pas bien ce qu'elle veut dire. Avant qu'il ait le temps de poser des questions, Melinda grimpe dans le lit et fait semblant de dormir. Ou du moins, c'est ce qu'elle veut faire croire aux autres villageois.